Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun en situation de paralysie en raison de manifestations violentes. À l'origine de cette situation, une grogne des enseignants et avocats de la région qui s'estiment marginalisés. Sa persévérance a fini par payer. Nana Akufo-Addo, qui se présentait pour la 3e fois à la présidentielle ghanéenne, a été élue ce vendredi avec 53,3% des suffrages contre 44,4% pour le président sortant, John Dramani Mahama, en Gambie. Par contre, c'est la confusion. Après avoir reconnu sa défaite, le président sortant, Yahya Jammeh, fait volte-face et conteste les résultats annoncés par la commission électorale. Le nord et le sud-ouest du Cameroun sont en ébullition depuis plusieurs jours. Les avocats et les enseignants anglophones en grève radicalisent leurs revendications dans le bras de fer engagé avec le gouvernement. Une situation qui a basculé sur le champ politique. Explication avec Shérif Ousmane Bardoukan. Depuis plusieurs semaines, les deux régions anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest, sont en proie à des mouvements d'humeur et de violence. Enseignants et avocats protestent contre ce qu'ils appellent la marginalisation des anglophones dans le partage des pouvoirs, des postes et des richesses. Ils réclament une meilleure prise en compte de leurs spécificités historiques et linguistiques. Parce que si c'est un pays bilingue avec deux cultures, on demande ce que le secrétariat de OHADA, si la loi sort, la même temps que ça sort en français, en portugais, ça sort en anglais aussi. Et ce n'est pas OHADA aussi, tous les droits ici au Cameroun. Parce que quand une loi sort au Parlement en français et on traduit ça, ce n'est pas la même égalité. On doit avoir l'égalité. Donc si la loi est en français, en même temps aussi on doit avoir ça en anglais. Si à Bouéa, on observe un calme précaire après des actes de violence enregistrés à l'université, à Bamenda dans le nord-ouest, la situation est montée d'un cran. Populations et forces de l'ordre se sont affrontées jeudi 8 décembre 2016, faisant 2 morts selon le gouvernement. La grève a pris une autre tournure et le retour au fédéralisme institué lors de la réunification des deux parties du pays en 1961 est réclamé par certains leaders d'opinion. La fédéralisme, ce n'est pas la division du pays, ce n'est pas la sécession. Même je sais que les gens sont des profs de droit constitutionnel. On sait qu'il y a une différence. Les États-Unis, c'est un pays fédéral, fédéraux. L'Allemagne aussi, le Canada, le Nigeria. Donc, c'est un pays qui est un et indivisible. Et quand tu regardes notre constitution, quand on avait un État fédéral, article 47, dit aussi que le pays est uni et indivisible. Donc la fédéralisme ne dit pas qu'on doit diviser le pays, parce que c'est une forme de l'État. La grève des avocats du Common Law et des enseignants continue. Partie sur des problèmes d'ordre professionnel, elle a débouché sur des revendications politiques. Les négociations entreprises depuis le 24 novembre par le Premier ministre Philemon Yang sont en cours afin de ramener la paix et la sérénité dans la zone anglophone. La 3e tentative aura été la bonne. Nana Akufo-Addo, chef de file de l'opposition ghanéenne, a remporté la présidentielle du 7 décembre avec 53,3% des suffrages. La plus vieille démocratie du continent n'a pas failli à sa réputation. Explication avec Deogracias Podok. La présidentielle ghanéenne a livré son verdict ce vendredi 9 décembre 2016, soit 2 jours après les opérations de vote. Environ 11 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes et la majorité s'est prononcée en faveur de l'opposant Nana Akufo-Addo, qui se présentait pour la 3e fois à la fonction suprême. Ce dernier remporte le scrutin avec 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama, qui a aussitôt reconnu sa défaite. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Ghana s'est distingué comme étant un pays de démocratie et de transparence politique sur le continent. Nous nous sommes engagés à vous livrer les résultats de ces élections 72 heures après le vote. Sur la base des chiffres enregistrés, en ma qualité de commissaire électoral et de directrice de ce scrutin présidentiel, j'ai le devoir et le privilège de déclarer Nana Akufo-Addo, nouveau président élu du Ghana. It is my duty and my privilege to declare Nana Addo Dankwa Akufo-Addo as the President-elect of the Republic of Ghana. Malgré quelques foyers de tension et certains incidents à la veille et durant le scrutin,
Les Ghanéens ont majoritairement approuvé le choix du chef de file de l'opposition qui a battu campagne sur la promesse d'un changement dans la gestion du pays. Son adversaire a longtemps été critiqué en raison du ralentissement de la croissance économique et les multiples scandales de corruption au sein de son administration ces 4 dernières années. Dès l'annonce de sa victoire par la commission électorale, Nana Akufo-Addo, nouveau président élu du Ghana sous la bannière du nouveau parti patriotique NPP, est revenu sur ses promesses phares de campagne. Il s'est de nouveau engagé à redresser l'économie du pays, mais en misant davantage sur la cohésion nationale. You have not elected me to serve one party, but to serve the entire. Vous ne m'avez pas élu pour servir un seul parti, mais pour servir le peuple entier. Le président du Ghana est président pour chaque Ghanéen, sans discrimination, malice ou malveillance, pour chaque groupe ethnique, pour chaque affiliation politique ou religieuse. Que vous ayez ou non fait campagne à mes côtés, que vous ayez ou non voté pour moi, je peux vous promettre une chose. Je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts et remettre notre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. I will do my best to serve your interests and put our country back on the path of progress and prosperity. Ancien député puis ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous l'ex-président John Kufuor, Nana Akufo-Addo a quitté le gouvernement ghanéen en 2003. Âgé de 72 ans, c'est la 3e fois qu'il brigue la magistrature suprême. À la veille du scrutin, il avait promis accepter le verdict des urnes, même en cas de défaite. Comme un nouvel exemple de démocratie et de stabilité politique, c'est la 3e alternance que connaît le Ghana en l'espace de 15 ans. En Gambie, en revanche, c'est une douche froide pour la démocratie. Après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle du 1er décembre, le président Yahya Jammeh a fait volte-face ce vendredi. Il dénonce un scrutin entaché d'irrégularités et réclame la tenue d'un nouveau vote. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Situation confuse en Gambie. Le président Yahya Jammeh, contre toute attente, a contesté les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre. Il a fait savoir à la télévision nationale qu'il ne reconnaissait plus sa défaite une semaine après avoir appelé le président élu Adama Barrow pour le féliciter. Yahya Jammeh a demandé vendredi 9 décembre la tenue d'un nouveau scrutin. J'avais accepté les résultats croyant que la commission électorale était indépendante, honnête et digne de confiance. Je rejette ces résultats dans leur totalité. En d'autres termes, je n'accepterai pas ces résultats basés sur des erreurs. On a fait croire aux électeurs que l'opposition avait déjà remporté le scrutin. Selon le président sortant, l'élection a été truquée, notamment par la commission électorale. Pour sa part, le président élu Adama Barrow a fait savoir sur son compte Twitter et sur des médias sénégalais que l'annonce du président Jammeh ternit la démocratie gambienne et le peuple gambien avait pris sa décision. Jammeh est un grand stratège. Après avoir reconnu sa défaite, il s'est dit qu'est-ce que je vais devenir. Peut-être qu'il s'est posé cette question. C'était la seule chose qui lui restait, revenir sur ce qu'il avait dit, rejeter les résultats. Et ben maintenant, les cartes seront redistribuées, les stratégies seront revues, et lui, qu'il tire les ficelles pour voir qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas être inquiété. Le président Yahya Jammeh s'est appuyé sur le recomptage des voix par la commission électorale pour dénoncer des fraudes. Le 1er décembre 2016, 890 000 électeurs s'étaient déplacés pour voter. L'écart entre Adama Barrow et Yahya Jammeh, qui était de 60 000 voix, est revu à la baisse et passe à 20 000 voix. Le gouvernement sénégalais a appelé le président Yahya Jammeh à respecter le verdict tout en demandant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité, le regain de tension en Centrafrique inquiète au-delà des frontières. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, réunis le 7 décembre à New York, se sont penchés sur la situation et appellent au renforcement de l'aide humanitaire. 400 millions de dollars sont nécessaires. Les détails avec Deo Gracias Podon. Depuis fin novembre 2016 en Centrafrique, les violences entre groupes armés ont repris, faisant plusieurs dizaines de victimes et plus de 11 000 déplacés selon les estimations. Les Nations Unies s'inquiètent. Les membres du Conseil de sécurité réunis mercredi 7 décembre à New York craignent pour la stabilité politique du pays. Le gouvernement centrafricain s'est montré impuissant dans la gestion de cette situation. Depuis la fin de l'opération Sangaris, les forces de sécurité centrafricaines ont du mal à faire face à ces bandes armées. Outbreak
Malgré une transition pacifique et réussie en République centrafricaine au début de cette année, la récente flambée de violence a entraîné un grand nombre de morts, démontrant une fois de plus l'extrême fragilité de la situation ainsi que la menace persistante que représentent les groupes armés dans la sous-région. La violence a lieu alors que le pays entreprend des efforts de redressement et de consolidation de la paix. Au lendemain de sa victoire aux élections du 14 février 2016, le président Faustin Archange Touadéra s'était engagé à promouvoir la paix et mettre en œuvre une série de réformes qui mettront fin à plusieurs années de conflits armés. Mais la mission semble difficile et les populations paient le plus lourd tribut. Selon les Nations Unies, il serait aujourd'hui près de 3 millions le nombre de personnes à fuir le pays, que ce soit la Centrafrique, le Nigeria ou encore le Mali. L'armée de résistance du Seigneur, la LRA, continue de menacer la sécurité régionale, en particulier pour les populations de l'Est de la République centrafricaine et du Nord-Est de la République démocratique du Congo. Les attaques de la LRA contre les populations civiles continuent de causer des souffrances et de graves conséquences humanitaires. Les activités de ce groupe sont également liées au braconnage et au trafic de faune de la sous-région. Nous devons donc rester unis et résolus dans nos efforts pour lutter contre la LRA. Les Nations Unies estiment que près de 400 millions de dollars seraient nécessaires pour financer un plan d'intervention humanitaire en République centrafricaine et fournir de l'aide à près de 2 millions de personnes en 2017. Les donateurs internationaux ont récemment promis environ 3 milliards de dollars d'aide à long terme pour le redressement du pays. C'est un obstacle de moins au développement du secteur de l'élevage au Sénégal. Le président Macky Sall a annoncé ce vendredi la suppression de la taxe sur l'entrée du cheptel. Il a par ailleurs annoncé une hausse des investissements dans cette filière qui devrait atteindre 22,6 milliards de francs CFA en 2017. Explication avec Birama Saonera. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce la suppression prochaine de droits de douane sur les importations de bétail. La part de l'élevage à la valeur ajoutée courante du secteur primaire sénégalais est estimée en moyenne à 28,5%. Aujourd'hui, elle tend vers une hausse régulière au regard du potentiel productif et à l'augmentation progressive des dotations budgétaires. Des mesures seront prises sans délai pour supprimer les droits de douane sur l'entrée du cheptel. Je ne comprends pas pourquoi et quelle est la logique de payer des droits de douane pour des bœufs qui viennent de la Mauritanie ou du Mali. Donc, j'ai donné des instructions au ministre de l'économie, des finances et du plan pour que cesse l'application d'une telle taxe. Les investissements publics au profit du secteur de l'élevage sont passés de 9,5 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 14,9 milliards en 2016. Selon le chef de l'État sénégalais, ces investissements seront portés à 22,6 milliards de francs CFA en 2017. Une nouvelle bien accueillie par les acteurs de la filière bétail-viande. Pour la commercialisation, pour la transformation, tu as bien vu, même dans la production, ça nécessite du financement. Mais donc si on ne peut pas impulser ce secteur par des moyens, des mécanismes de financement, mais ça pose problème au niveau de la consommation et de la commercialisation. Donc là, il est en train de renforcer les financements et d'assainir même ces circuits pour que les secteurs puissent octroyer des prêts et travailler étroitement. Mais donc ça va encore augmenter notre production et notre productivité. Durant les 3 mois des préparatifs, parce que l'État sursoit les taxes. Maintenant, il a enlevé les taxes définitivement. Là, on les remercie et puis vraiment nous applaudissons cette décision. Au Sénégal, l'élevage occupe le tiers des populations et contribue de façon significative à la croissance économique. Une situation qui nécessite l'amélioration des performances de ce secteur par le biais des mécanismes de financement afin de renforcer sa compétitivité. Le président sénégalais a en outre évoqué la possibilité d'une suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur le lait local pour accompagner le développement de l'industrie laitière dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.